Soyez les bienvenus sur le plateau télé FHP direct depuis Santexpo édition 2022 et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Docteur Macaly-Briane, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre alors à la clinique Mon Repos, c'est à Écully, une clinique qui fait partie du groupe Ramsay. Et Nicolas Choutet, vous êtes directeur des exploitations de santé mentale, le groupe Ramsay. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Nous allons parler de la santé mentale, du Covid. Docteur, ma première question est pour vous. Quel a été l'impact du Covid sur la santé mentale? Où en sommes-nous aujourd'hui? On va développer tout ça, mais je voudrais qu'on plante un petit peu le décor. Et Nicolas Choutet, vous allez effectivement également après me donner votre sentiment. Docteur, je vous en prie. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire, le confinement que ça a induit ont entraîné des modifications de vie des Français et donc par là même un retentissement sur leur santé mentale. On a noté et on note encore beaucoup de dépression, beaucoup de troubles anxieux, des stress post-traumatiques, des idées suicidaires pour certains, voire des passages à l'acte. Voilà, ça c'est ce qu'on notait pendant le premier confinement, pendant les suites, et il faut savoir qu'aujourd'hui encore ça persiste et on s'attend à voir encore des chiffres qui vont venir gonfler puisque là les derniers chiffres de Covid-Prev montrent qu'en avril, donc très récemment, à distance des dernières vagues, on a encore 30% de personnes qui disent avoir des signes de dépression ou d'anxiété. Et ça, c'est un chiffre qui est finalement plus élevé que ce que l'on avait pendant la période de confinement. Alors, ça nous laisse vraiment présager que les choses vont continuer. Nicolas Choutet, je vous laisse réagir et puis après je reviendrai vers vous, docteur, que vous me confirmerez également. Il y avait les patients déjà malades, plus malheureusement les nouveaux patients. Mais je vous en prie, allez-y. Alors, Macaly-Briane l'a très bien dit, c'est qu'on n'a jamais parlé autant de santé mentale depuis 2 ou 3 ans. C'est dans les 2 dernières années, on avait des revues de presse avec des unes, les Français inquiets pour leur santé mentale, directement avec le Covid. Alors quand on parle santé mentale, on va du bien-être et de la santé mentale, puis après on va aussi sur la psychiatrie. Donc on est dans ce spectre très large, à la fois d'inquiétude et qui a concerné les Français. Et sur le champ de la psychiatrie, pendant toute cette période du Covid, d'abord tous nos établissements ont fonctionné. On a seulement arrêté un moment nos activités d'hôpitaux de jour, mais on a été très fortement mobilisés. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette mobilisation, elle reste très forte, avec sûrement des nouveaux besoins, mais on en parlera, qui émergent, mais à la fois aussi des choses qui ont été organisées ou des pratiques qui ont été initiées et qui sont quand même riches d'enseignements. Donc, période exceptionnelle, mobilisation très forte et beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la population et des plus jeunes, mais on le dira aussi, et nos professionnels, ce qui reste un sujet, mais qu'on abordera, j'imagine. Docteur Briane, les hospitalisations ont été en hausse durant les confinements, je pense notamment pendant le premier confinement. Oui, les hospitalisations étaient en hausse, les demandes de consultation aussi énormément. On a vu toutes les demandes flamber. Les hôpitaux de jour, donc Nicolas Choutet disait, on a essayé de fermer le moins possible. On s'est très vite adapté pour présenter et proposer une autre offre de soins à nos patients pour essayer de garder le contact. Nicolas Choutet, comment est-ce que vous avez géré tout ça pendant la crise? Mais je voudrais juste préciser, j'ai oublié de le dire, que vous vous occupez de soignants de l'association SPS, Soins aux professionnels de santé. J'ai oublié de le dire, je suis désolée. Je reviens vers vous. Alors, d'abord, c'était une période où on a improvisé beaucoup de choses. Oui. Offrir la possibilité d'hospitaliser les patients, ça a évité le débordement, notamment des urgences à l'hôpital, et donc on a été fortement mobilisés. 2 choses ont été initiées pendant cet événement, à la fois du confinement et puis pendant ces premiers mois 2020, ça a été d'expérimenter d'autres modes d'organisation. On a interrogé dans la Fédération de l'hospitalisation privée de psychiatrie 1600 patients qui ont eu une expérience de la prise en charge à distance. Donc avant, ils venaient en hôpital de jour, et là, on a essayé à travers la visio, des appels, un certain nombre de modes d'échange et de communication, de savoir comment ils avaient vécu cette expérience. Et plus de la moitié nous ont dit, demain, on aimerait bien fonctionner comme ça, autrement. Donc ça veut dire que cet épisode-là, il a été une stimulation
pour garder le contact et garder le lien. C'était quelque chose de très important pour nos patients. Mais à la fois, de commencer à mettre des traceurs de quelque chose qui demain pourrait être un de nos modes d'organisation et de fonctionnement. Le deuxième, ça a été de dire qu'à domicile, il fallait aussi se projeter. C'est que ce sont deux patients ne pouvaient plus venir chez nous avec leurs difficultés, leurs angoisses, leurs inquiétudes, et de pouvoir venir les voir dans leur environnement et leur écosystème, ça a été pour eux aussi une révélation. Et donc, une invitation à sortir un peu de parcours parfois chroniques pour resociabiliser, redonner de l'autonomie. Donc, il y a aussi de belles choses dans cette période, évidemment, avec toutes les angoisses qu'on a connues, mais voilà, c'est ça qu'on a aussi envie de dire et partager. Docteur Briane, je le disais, vous êtes très impliqué dans cette association aux soins aux professionnels de santé. L'année dernière, on avait reçu Catherine Cordibé. Voilà. Comment vous avez accompagné les soignants on a beaucoup parlé de vous, médecins, infirmières, aides-soignants. Vous avez été en première ligne. On vous applaudissait. Quel recul vous avez 2 ans après ? Je crois qu'il y a un premier enjeu. Le premier enjeu, il est de pouvoir permettre aux soignants de faire appel à nous. Il fallait tenir. Voilà. Alors, il faut tenir. Ça, c'est une première chose. Mais là, maintenant qu'on est un petit peu à distance, il y a vraiment besoin qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils peuvent avoir besoin de soins. C'est pas facile pour un soignant. Les gens qu'on reçoit disent bien c'est compliqué de passer de l'autre côté. Et finalement, quelque part, il y a vraiment cette première étape qui est l'accès aux soins et puis l'auto-évaluation aussi. Parce que pour beaucoup, ils se demandent est-ce qu'il faut que je consulte ? Est-ce que c'est normal d'être comme ça ? Et là, on a commencé par développer des outils d'auto-évaluation, notamment avec le groupe Ramsay Santé. On a développé un outil qui s'appelle Avec vous, où les soignants peuvent se connecter et s'auto-évaluer en ligne. Ce qui permet après de déterminer vers quel type de professionnel de santé ils peuvent aller. Tous n'ont pas besoin de venir voir un psychiatre, de venir en hôpital de jour. Certains, des consultations avec des psychologues sont parfaitement adaptées. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de permettre cette première auto-évaluation et de faciliter l'accès aux soins qui est adapté. Donc nous, on les aide donc, avec cette première étape. Et puis derrière, on a développé différents niveaux de prise en charge graduée dans notre réseau, avec des soins qui sont adaptés à leurs besoins. Ça, j'espère. Voilà. Nicolas Choutet, Ramsay, c'est combien ? Une trentaine de cliniques, 35 35 cliniques sur le champ de la santé mentale. J'ai bien préparé. Tout à fait. Comment fait-on quand il y a une augmentation comme ça de patients? Vous avez dû vous réorganiser, vous aussi? Oui, alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce moment de confinement, puis après Covid, c'est aussi l'expression de besoins et d'envies différentes. On a vu nos durées de séjour qui ont finalement diminué. Il y a moins d'envie pour certains d'être hospitalisés. Et donc, je crois qu'on a un mouvement de fond qui va transformer dans les prochaines années le niveau des attentes. Plus d'envie d'être en ambulatoire, en hôpital de jour. Plus d'envie d'être dans une dimension connectée. Certains médecins disent que demain, chez nous, dans la psychiatrie, 50% de l'activité devrait être dématérialisée. Et à côté, on a un avenant, l'avenant numéro 9, qui nous dit 20% seulement d'activité des médecins peut être en téléconsultation. Donc il va y avoir quelque chose qui va se jouer à un moment entre cette réalité de l'attente et ce qu'on peut mener. Je crois qu'au-delà un peu de tout ça, il y a une envie de donner un peu du sens, une envie d'énergie aujourd'hui des professionnels qui sont un peu usés, fatigués, et qu'il faut qu'on nous ouvre des possibilités d'être dans l'innovation, d'être dans l'expérimentation, de créer autre chose. Et on a eu le sentiment quand même pendant cette période d'être très libre de proposer, d'être très écouté, et là de revenir un peu, le naturel rattrape parfois, un peu dans nos process, dans nos carcans. Et donc là, l'invitation, il y a un nouveau champ politique qui s'ouvre, mais voilà, c'est de nous redonner cette possibilité de proposer, de se transformer. En fait, voilà, cette période de fin est une période de nécessité de transformation, radicalement peut-être sur nos offres, et d'accompagner avec nos professionnels ce changement. Et je crois qu'ils attendent, ils ont besoin, non pas de rêver, mais en tout cas d'initier d'autres projets, de se sentir utiles, et ça passera pas peut-être par uniquement nos dispositifs aujourd'hui. Docteur Briane, on a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes, des adolescents, des étudiants. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont un petit peu mieux? Je ne suis pas persuadée qu'ils aillent mieux. Même si la vie a repris pratiquement son cours normal, ils sont quand même très vulnérabilisés, très sensibilisés.
et on a l'impression que ça reste compliqué pour eux. Nicolas Choutet, vous confirmez? Totalement. Moi, je suis impressionné parce qu'on est très sollicité dans les rares unités qui sont à disposition pour les adolescents, mais on dit aussi pour les jeunes adultes, ces fameux 18-25 ans qui ne sont pas tout à fait dans le monde adulte et qui sortent progressivement de l'adolescence. Et là, on a un défi qui est considérable parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont loin des dispositifs de soins, des familles qui sont démunies, qui arrivent souvent dans des situations de crise. Et cette augmentation avec une pression liée au Covid chez les adolescents et les jeunes adultes, on commence à le sentir de plein fouet. Et il faut être honnête, nos dispositifs de soins aujourd'hui ne peuvent pas répondre à ce défi. Donc il y a une urgence aujourd'hui, c'est de créer, de s'organiser pour les accueillir chez nous en cas de besoin. Il faut qu'on développe aussi des unités mobiles, aller vers les universités, aller dans les écoles, les lycées et les collèges. Mais quand on propose ces schémas d'organisation, eh ben, on peine à trouver un peu le vecteur parce qu'en France, on est très administré. Alors, ça a du bon pour porter les projets et les dupliquer. Et dans une période un peu de flottement et intermédiaire, eh ben, voilà, on peine un peu. Il y a le fonds d'innovation, pour en terminer, d'organisation sur la psychiatrie. C'est pas la première édition. On espère vraiment que cette année, et ça a été aussi orienté dessus, vous l'avez bien dit, sur les jeunes, les adolescents, les jeunes. Et là, c'est une vraie nécessité. Donc il faut saluer cette invitation. On verra après comment les projets seront traduits dans la réalité. Docteur O'Brien, concernant les professionnels de santé et vos confrères, vous sentez qu'ils ont libéré la parole quand même un petit peu plus? Oui, le fait que tout ça a été énormément médiatisé, parlé, effectivement, c'est un petit peu plus facile de s'exprimer, de faire appel, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Le problème est que les gens n'osent pas, s'auto-stigmatisent, et nous, on reçoit des gens qui sont souvent dans des situations déjà très très avancées et parfois dramatiques. Donc l'idée est vraiment de continuer à informer, de continuer à faciliter l'accès aux soins pour éviter ces situations fortement dégradées. Nicolas Choutet, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter peut-être Moi, je pense qu'on ne pourra pas répondre au niveau du défi tout seul. Et donc, il y a une nécessité, une urgence aujourd'hui à ce que les professionnels, on le fait avec nos amis de l'hôpital public, et ils sont ici très largement représentés, nos structures privées, parce que derrière nos structures privées, il y a aussi tout le monde des acteurs libéraux. Magali Briand fait partie de toute cette communauté de médecins qui ont envie d'initier, mais qui savent que seul, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut que dans nos territoires, dans nos projets de territoire, on puisse donner à chacun une place, de lever peut-être aussi un peu parfois, parce qu'il faut se le dire, un peu le corporatisme ou les positions statutaires, et qu'on aille un peu au-devant de ces défis. Là, je crois qu'on a une responsabilité qui est immense. On l'a dit à travers les jeunes, pas que, mais ce sera un très beau marqueur pour savoir si on est capable de dépasser à la fois ces clivages et ces différences pour être au rendez-vous. Et je crois qu'on réussira dans ces dimensions collectives avec du partenariat, du respect et surtout d'accompagner quels que soient les acteurs et leur statut et de les encourager. Et on sera, je pense, les uns et les autres dans ce moment en soutien de ces initiatives. Et le secteur libéral au sens large a sa place et aura sa place demain encore plus. Docteur Briand, il est important de dire à tous les professionnels de santé qu'ils peuvent venir vous parler. Hein, c'est anonyme, gratuit, et que vous êtes là. Oui, il y a des réseaux d'écoute qui sont anonymes et gratuits. Le réseau d'écoute de SPS est anonyme et gratuit. Quand on rentre davantage dans le soin, on perd l'anonymat, bien entendu. Mais effectivement, il faut leur dire qu'il y a pas mal de choses qui existent. Nous, notre travail au sein de SPS, ça va être de régionaliser les différentes actions, ça va être de les coordonner surtout, parce que là, on a vu pendant la crise sanitaire, il y a beaucoup de réseaux d'écoute qui ont vu le jour. L'idée va être de coordonner tout ça pour avoir une meilleure efficience finalement. Et oui, non, mais c'est important de le dire. La démarche, on le sait, elle n'est pas facile à faire. Non, la démarche est vraiment très très difficile. C'est vraiment compliqué pour un soignant. Alors déjà, la psychiatrie, la santé mentale, c'est quelque chose qui est vraiment stigmatisé. Mais alors pour un soignant, je crois qu'il y a une dimension qui est encore plus compliquée. Il y a vraiment cette idéologie qu'il faut être fort pour pouvoir soigner les autres. Et les gens hésitent vraiment à appeler au secours. Avec peut-être comme des signaux d'encouragement. Moi, je trouve que parler de ces faiblesses, ces difficultés, de ces équipes qui s'interrogent. On a aussi cette réalité de professionnels qui
ont envie un peu de changer de métier. Ils l'ont fait pour un certain nombre, et aussi des encadrants. Et aussi, on peut témoigner, puisque dans le groupe, on a une structure qui accueille pour plusieurs semaines des professionnels qui ont des difficultés dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et nos professionnels aussi y vont. Donc, il y a un moment ce repérage. Le fait de l'avoir dit, voilà, on commence à passer aussi des étapes. Les jeunes nous ont montré le devant. Ils n'ont pas de difficulté à aller voir un psychiatre, un psychologue. Voilà. Et puis peut-être que les professionnels commencent à voir qu'effectivement d'autres ont mis des mots. Et puis, c'est nos responsabilités dans les établissements, avec nos équipes, enfin, de les éveiller, les encourager, et puis d'être vigilants. Et donc, moi, je crois beaucoup aussi à la formation dans les établissements, voilà, de vigilants qui peuvent aussi aider, identifier dans les équipes des moments de souffrance et de difficultés, et puis peut-être de les prévenir et les accompagner. Une chose est certaine, c'est que cette crise sanitaire aura mis en évidence un tas de choses. Des failles, des points positifs. Comment vous interprétez ça maintenant, aujourd'hui, avec 2 ans de recul? Moi, j'ai envie de retenir les points positifs. Le premier point positif, c'est d'abord qu'effectivement, on parle beaucoup plus des difficultés rencontrées par les soignants, parce que ça existait bien avant. Notre dispositif SPS existait bien avant la crise sanitaire. Le deuxième point positif, c'est cette agilité, cette flexibilité qu'ont eu les soignants en santé mentale à développer de nouvelles façons d'intervenir, de nouveaux modes de soins. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très joli à regarder, de voir comment tout s'est mobilisé, et puis je pense avec une certaine efficience. Allez, Nicolas Choutet, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de fierté des équipes d'avoir pris aussi leur part, parce que le Covid, c'était évidemment des réas, c'était des situations de souffrance très difficiles, mais c'était aussi tout ce travail peut-être moins visible de professionnels qui ont fait leur job dans les incertitudes du démarrage et qui ont continué avec des niveaux d'activité et de réponse qui étaient très importants. Après, donc, cette fierté, il faut aussi se le dire, et c'est bien. Et puis, de la vigilance et de l'ambition. C'est que demain, cette période, elle doit être un des leviers de la transformation. Et vraiment, j'insistais tout à l'heure, il y a des nouvelles attentes des patients, il y a des nouveaux modes pour aller les faire venir dans le champ des professionnels. On met plusieurs années avant d'être parfois diagnostiqué, plusieurs années avant de pouvoir rentrer dans une prise en charge. Et donc, peut-être qu'il y a des choses aussi à prendre en enseignement. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi, docteur, autant parfois de mois ou d'années d'errance pour un diagnostic et être mis sur les rails du bon parcours de soins? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a cette autostigmatisation dont on a parlé. Je crois que voilà, aller consulter un psychiatre, même pour la population générale, c'est très compliqué. Dans notre cabinet, on entend régulièrement, mais je ne pensais pas que j'en étais arrivée là. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première partie. La deuxième réponse que je ferais, c'est que finalement, poser un diagnostic en psychiatrie, c'est pas si simple. On n'a pas d'examen complémentaire qui va venir confirmer un diagnostic. Les diagnostics se posent parfois sur la durée, sur l'évolution. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. C'est les 2 éléments qui, à mon avis, font cette errance et cette difficulté à un diagnostic précis. Et puis peut-être, à nous de mieux accueillir. Alors, il y a les associations d'usagers, les pères aidants, c'est qu'il faut qu'on change un peu voilà, notre mode d'organisation de réponse, donner plus envie. Les pères aidants, ils font partie de nos équipes aujourd'hui, ils commencent à rentrer dans nos établissements et on voit bien qu'il y a cette transformation. Et puis, il y a eu des assises de la santé mentale, on en a parlé pendant un moment, il y a eu des belles propositions, des belles choses. Il y a le sujet des psychologues, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui prennent une place de plus en plus importante, avec des questionnements sur les réponses qui sont faites, sur les dispositifs qui sont proposés. Il faudra aussi qu'on leur parle plus demain et que chacun se sente à la bonne place et reconnu. Il y a encore du travail, mais voilà, il y a des belles choses aussi qui ont été installées ces derniers mois. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, d'autres invités arrivent.